The ancient Greek word for leisure is skol, Michael McLaughlin tells us. O'Loughlin tells us, sorry. Etymologically speaking, it is the root of our word school. Aristotle understood that to practice leisure well required discipline and preparation. We do without leisure, he wrote, only to give ourselves leisure. We do without leisure only to give ourselves leisure. Aristotle was wrong to identify true leisure with the world of elite culture. How could he have foreseen the immense redistribution of time and wealth achieved in the urban industrial age? Yet he was correct in positioning leisure as requiring what might be called ludic discipline in the scale of human priorities. In proposing that the revitalization of leisure rests upon linking it directly to emotional intelligence and emotional labor, I'm casting back to the roots of the ancient Greek term. Leisure is not consumption activity, since this is ultimately driven by the capitalist goal of ceaseless accumulation. Nor is it activity designed to distract one from the cares of work, since this merely reinforces the work ethic by condemning leisure to a subsidiary or compensatory function. Leisure is a school for life. The end of schooling, the purpose of schooling, is to maintain and enhance competence, relevance, and credibility. The successful attainment of these ends requires perpetual emotional intelligence and emotional labor. Freedom, I want to conclude, is for the birds. Thank you. Merci. Alors, j'aurais compris, les loisirs, c'est une école de vie, bien sûr. Alors, donc, nous allons terminer ce panel par la présentation de M. Tonini, qui nous parlera non pas de tourisme de masse, mais de tourisme de développement et sa place, bien dans son rôle dans le développement, naturellement, de l'identité, pluralité, solidarité. Alors, j'ai bien d'entendre vos propos sur cette notion de tourisme de développement, M. Tonini. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais m'excuser pour mon français, qui évidemment n'est pas ma langue maternelle. À propos de ma langue maternelle, je dois dire qu'en italien, il n'y a pas un mot capable de traduire pleinement et correctement le terme loisir. Et alors, je fais toujours des liaisons avec d'autres mots pour expliquer un peu la récréation, le divertissement, mais comme on vient d'entendre, c'est difficile. Et en tout cas, il faut faire toujours la liaison avec le temps libre. Mais ça pose une autre question. Qu'est-ce que c'est le temps? Les êtres humains, quelle que soit leur civilisation d'origine, n'ont jamais cessé de se questionner sur un phénomène qui représente l'un des grands mystères de l'univers, le temps. Et à propos du temps, nous, acteurs, animateurs du temps libre et du tourisme, ne nous sommes jamais demandé qu'est-ce que c'est le temps. Aristote, l'un des plus grands penseurs de l'humanité, ne fut pas étranger à ce débat. Et de fait, il contribuait à enrichir de façon originale, en ouvrant à l'émergence d'une nouvelle et différente conception du temps, en faisant la distinction entre chronos et kairos. Il avait l'habitude de définir le temps comme un grand acteur, et il assignait à la catégorie du temps non pas tant la tâche d'interpréter la dimension atmosphérique ou chronologique, mais plutôt celle d'inventer quotidiennement l'aventure de la vie. Et c'est grâce à la pensée d'Aristote
qu'on est parvenu à percevoir la différence entre le temps compris au sens chronologique, chronos, et le temps compris au sens psychologique, kairos. Le premier se mesure en termes de quantité. Le deuxième doit être apprécié en termes de qualité. Mais ce n'est aujourd'hui ni le lieu ni le moment pour disserter philosophiquement sur la notion du temps. Et alors, par conséquent, je me limiterai à dire que c'est précisément sur la notion de kairos que nous sommes inspirés au BITS en partant de la conviction d'affirmer la valeur du temps, entendue comme une ressource pour l'homme, permet d'acquérir les éléments fondamentaux pour une gestion consciente du temps existentiel, avec une référence particulière au temps de travail et au temps libre. Et le temps libre acquiert du sens et porte une signification s'il produit des attentes, des espérances, des aspirations, s'il stimule l'engagement et la force constructive, s'il est capable de porter des sentiments forts et s'il est capable d'enrichir les journées et les saisons de l'existence humaine. À ce stade, il me semble important de préciser que le temps libre auquel nous, les responsables et opérateurs du tourisme social, faisons référence, n'est pas le temps libre, le temps vide, et donc un temps perdu. Mais il devient de plus en plus du temps libéré des lourdes charges de la société de consommation pour devenir lui-même une réalité libératrice. En ce sens, notre temps libre devient le temps de la vie réelle de l'homme, le temps de l'authenticité, de la sincérité, de la communication, de la socialisation, à savoir le moment où se retrouvent et s'accomplissent les valeurs de l'identité, de la pluralité, de la solidarité. Dans ce contexte, on peut clairement affirmer que le phénomène du temps libre ne peut plus être relégué aux marges de la vie culturelle, sociale, politique de la société comme ce fut le cas pendant trop longtemps. Dans le cadre du phénomène du temps libre, compris et vécu dans sa dimension libératrice, les activités touristiques, et en particulier celles à fort contenu culturel et social, représentent clairement une composante essentielle, que ce soit pour leur portée quantitative ou que ce soit pour leur indiscutable valeur qualitative. Aujourd'hui, le tourisme, et le tourisme social encore plus, est donc appelé à assumer intégralement ce rôle de premier plan, cette fonction de facteur de puissance que les changements intervenus dans la société lui ont de fait assigné. Mais c'est précisément à ce moment que le tourisme court un grand risque. Le risque de ne pas être saisi dans sa plénitude, c'est-à-dire celle d'un phénomène qui, dans le même temps, a pris une dimension économique, sociale, éducative, culturelle. Ignorer tout le reste pour seulement valoriser un seul de ces aspects fondamentaux, très souvent l'économie, de ces éléments qui sont inséparables du phénomène, signifierait ne pas saisir la pleine valeur et l'essence même du tourisme, et aboutirait à dénaturer le phénomène lui-même, en dénaturant ainsi la contribution qu'il peut apporter à la croissance et au développement de la société, à la fois en termes sociaux, culturels et économiques. Paradoxalement, en fait, c'est précisément ce type de société qui a permis la conquête du temps libre et du loisir qui menace également
de réduire à néant ses effets bénéfiques en raison d'un consumérisme exaspéré et massifiant qui, sans pour autant constituer le monstre qu'on serait tenté de présenter, entrave considérablement les efforts de libération et d'utilisation intelligente de cette précieuse portion de nos journées sur laquelle nous pouvons enfin compter. Au BITS, mais nous ne sommes pas les seuls, nous pensons que malgré les indéniables difficultés, une saine et intelligente utilisation des loisirs est un objectif qui mérite d'être poursuivi, en particulier pour les jeunes, qui sont le plus exposés et vulnérables aux conceptions déformantes de la notion de liberté. À ce point, et en particulier ici, dans cette belle ville et dans cette merveilleuse terre du Canada, je ne peux pas éviter de faire référence à l'un de nos documents fondamentaux, c'est-à-dire la Déclaration de Montréal, adoptée à l'occasion de notre congrès de 1996, 60 ans après l'obtention des congés payés. La déclaration, avec son préambule et ses 4 principaux piliers, rappelle et exprime l'évolution du phénomène touristique dans la dynamique sociale au cours des dernières 40 années et redéfinit le tourisme social comme faiseur de société, facteur de puissance économique, acteur de l'aménagement du territoire et du développement local, partenaire des programmes de développement mondial. C'est grâce à ces 4 axes fondamentaux que nous pouvons définir les véritables points cardinaux du nouveau tourisme social, ce que nous appelons le tourisme du développement. La déclaration souligne que l'identité du tourisme social n'est pas tant identifiée par la limite négative d'actions à but non lucratif, mais plutôt par une plus grande ouverture en direction de l'ensemble des activités socialement utiles et liées à la richesse culturelle de toutes les femmes et de tous les hommes. À la lumière de cette affirmation, il ressemble évident que les nouveaux espaces et les nouveaux horizons qui s'offrent à l'action des dirigeants, des opérateurs, des animateurs du tourisme social ne se caractérisent pas tant par l'idée de faire du tourisme, mais plutôt d'offrir aux jeunes, aux travailleurs, aux familles, aux personnes âgées la possibilité concrète de vivre le tourisme comme une expérience authentique, complète, qui contribue au développement total de la personne humaine. Il est clair que vivre une expérience est beaucoup plus qu'avoir une activité, cette dernière pouvant se résumer à un fait exclusivement matériel, tandis que l'expérience, dans son acception la plus vraie, n'est pas une activité occasionnelle, mais recherchée, désirée, prévue, envie d'acquérir des connaissances, des compétences et d'enrichir dans le domaine culturel, social, spirituel et en définitive, améliorer chez le simple sujet la capacité de faire face à la vie, contribuant ainsi au développement de la société et à sa croissance. Voilà alors où se trouve la différence, la ligne de démarcation entre le tourisme social et le tourisme de masse. Ce dernier représente un segment important du tourisme commercial qui regroupe des individus qui ne se connaissent pas entre eux et qui se retrouvent ensemble grâce aux propositions d'un tour opérateur ou d'une agence de voyage. Pour la plupart, sauf dans des cas particuliers qui sont l'exception, les groupes voyageant selon la logique du tourisme de masse sont assez peu homogènes en termes d'intérêt réel et de motivation. Si bien que les connaissances et les relations qui se déroulent
reste plutôt superficielle et très limitée dans le temps. Dans le cas du tourisme social et associatif, on constate l'effet inverse, car les voyageurs se connaissent directement, puisqu'ils appartiennent souvent à la même réalité associative ou professionnelle. Il y a entre eux une communauté de situations, de motivation, d'intérêt culturel, et en conséquence, l'activité touristique est vécue comme une activité tout autre qu'occasionnelle, mais conçue, programmée par le temps, et dans la grande majorité des cas, une activité qui vise à l'enrichissement culturel et au développement d'un sentiment commun. Et c'est précisément dans cette optique que le tourisme social se définit comme un facteur de cohésion sociale, soulignant que les vacances et les voyages sont des moments et des occasions privilégiées d'enrichissement de la personne, tout comme l'est la découverte d'autres terres, d'autres cultures, d'autres civilisations. Ce sont aussi des moments privilégiés pour promouvoir la protection, la valorisation, l'amélioration de l'environnement, sans nier la croissance économique et le respect de cultures et des traditions des communautés locales. Et enfin, sont des moments et des opportunités uniques pour valoriser la diversité, l'identité, la solidarité, comme affirme notre panel d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Ça va? Alors, merci, monsieur Torini. Alors, nous avons un peu de temps de discussion. On va sans doute ouvrir les lumières pour pas que vous vous endormiez trop longtemps. Et donc, il y en a un peu de temps de discussion, de questions. Il y a des micros dans la salle. Donc, vous êtes invités, tout simplement, très spontanément, à poser une question à l'un ou l'autre de nos invités. Et pendant que vous pensez à tout ça, je vais me permettre de poser une première question à M. Scott Aldan. M. Aldan, you understand in French or should I... Voilà. Et je vais poser également la même question à Mme Chartré, je m'excuse. Dans le YMCA, vous parlez beaucoup de programmes pour mettre ensemble des gens des différentes communautés culturelles. Est-ce que vous avez aussi des programmes spécifiques, je dirais, pour mettre ensemble des groupes de différents groupes d'âge qu'on appelle les solidarités intergénérationnelles? Est-ce qu'il y a des programmes comme ça? Vous pouvez prendre le micro. Et je vais vous demander la même chose, madame. Est-ce que vous avez parlé surtout des loisirs des jeunes, des vieux, mais est-ce qu'il y a, je ne suis pas certain, au ministère, des programmes qui voudraient favoriser justement les relations culturelles entre les générations, faire des ponts? Est-ce que ça doit exister, j'imagine, chez vous aussi? Ce serait ma question pour débuter. We do have in the YMCA programs that bring different ages together. In fact, there's a cliche that says that we have programs that go from cradle to grave because we have prenatal education programs, and we also have a planned giving program for people who would like to leave a donation in their wills. So we really do go from cradle to grave. One example I would give in terms of an intergenerational program is as I mentioned during my talk earlier, we're a major provider of childcare programs and use our childcare programs as we in fact have a conceptual framework where we use play as a learning opportunity because the business of children in fact is playing. We use that as an opportunity to learn. But we've opened childcare centers in senior citizens' homes and nursing homes so that the experience of living in a nursing home, in a senior citizen's home, includes the normalizing effect of having children there and having the opportunity for generations to interact with each other. I guess the challenge is that people don't think about putting their child in a child care program in a senior citizen's home. So it's getting past some of the concepts that people have about the appropriateness of different things happening in the same place. But once we make that breakthrough, the success of the program is truly extraordinary. In fact, we're told by the
people who work in the Senior Citizens Care Center that people who haven't recognized their families or spoken out loud or really interacted at all, once the children arrive, they begin to open up again and to be able to communicate not only with the children, but with their families. So that kind of intergenerational programming, intergenerational recreation, in fact, has an extraordinary effect on both ends of the age continuum. Alors écoutez, comme je vous le disais un peu plus tôt, nous concluons des ententes de développement avec des municipalités. Et il arrive fréquemment que dans ces ententes de développement, il y ait des projets amenés par des citoyens, des citoyennes que nous appuyons et des projets qui visent l'intergénérationnel. On intervient également dans un programme d'éveil à la lecture où on met en contact des grands-parents et des enfants, où chacun vient aider l'autre, le grand-parent à aider l'enfant à apprendre et l'enfant à obtenir cette expertise-là et ce transfert de pratique. Alors, on n'a pas comme tel précisément un programme qu'on retrouverait dans notre site Internet, mais comme je vous le dis, à travers les ententes de développement culturel, c'est une préoccupation dont on tient compte. J'ai une autre question un peu, je ne la clarifierai pas. Vous avez le loisir culturel comme champ de compétence de votre ministère. Le tourisme culturel, lui, où est-il? Le tourisme culturel est également un domaine auquel nous nous intéressons beaucoup. Nous avons déjà eu des projets de développement en tourisme culturel, notamment dans la région de l'Outaouais, il me semble, et également quelque chose dans Charlevoix. Nous participons prochainement à un colloque sur le tourisme culturel. Nous allons témoigner de nos efforts et regarder ce qu'on peut faire à l'avenir. Le tourisme culturel est une question qui nous préoccupe forcément, ne serait-ce que pour assurer une meilleure fréquentation de nos musées, de nos salles de spectacle. Monsieur parlait tantôt de toute l'importance que la culture peut avoir dans le tourisme. Alors, c'est quelque chose auquel on est extrêmement sensible. On n'a qu'à voir cet été, par exemple, toutes les personnes qui se sont présentées à l'exposition au Musée des Beaux-Arts, là, ou avec l'exposition que M. Porter a organisée sur le Louvre à Québec. Ça a fait sensation. Ça avait fait la même chose lorsque Gauguin est venu. Enfin bref, la question du tourisme culturel nous intéresse beaucoup, et notamment avec nos sociétés d'État qui sont de grands diffuseurs. Alors, je ne vois pas très bien dans la salle, mais s'il y a des gens qui voudraient poser des questions, oui, allez-y, monsieur. Je suis tellement heureux d'être ici. Je ne sais pas ce que je suis. Ça fait 35 ans que je suis au Québec. Je suis né en Tunisie. Et depuis 35 ans, je suis éducateur. Ça ne va pas prendre longtemps. Pour ceux qui sont de l'Ontario, j'ai enseigné 13 ans et je suis fier d'être membre honoraire à vie par la Fédération de l'Ontario. Et pour donner des exemples simples, s'il y en a qui veulent me parler, je représente la Tunisie. Nous avons un kiosque. Mais je voudrais encourager tous les éducateurs par des petits exemples simples. Ce n'est pas pour parler de moi. En ce qui concerne la relation entre les jeunes et les personnes âgées, eh bien, à Québec et sur la Rive-Sud, avec la commission scolaire Marie-Victorin, où j'enseigne maintenant, j'ai essayé quelque chose qui a réussi, qui mérite d'être développé. J'ai créé des petits centres qui s'appellent les troubadours de M. Mansour. J'ai éduqué les jeunes à aller servir aux personnes âgées, pour ne citer que deux exemples, le centre des pionniers à Toronto et Notre-Dame de la Victoire. Et les jeunes ont vraiment réagi, je vous assure. On a fait un code. Et puis les personnes âgées, avec leur potentiel, sont venues nous voir à l'école Antoine Brossard. En tout cas, je voudrais vous dire, essayez les petites choses, ça marche. Moi, j'enseigne aux immigrants depuis 70, et essayez les petites choses, et vous allez voir la réaction. On a des potentiels énormes, et je suis très fier, je vais conclure là-dessus, que plusieurs personnes ont parlé de l'émotion. Et quand je parle de tourisme émotionnel, la pédagogie émotionnelle, ça marche, c'est l'avenir, et ça vous donne un résultat extraordinaire.
Merci beaucoup. Bon congrès. Merci. Alors, monsieur au fond là-bas. Monsieur au fond là-bas. Il suffit de parler. Attendez, je cherche le bouton. Ah, je l'ai. C'est automatique. Automatique, merci. Ma question s'adresserait à Monsieur Tonini. Parmi les éléments importants du tourisme social, je pense qu'il y a une caractéristique qui est en fait le fait que, contrairement au tourisme de masse, la richesse de la proximité ou de l'expérience touristique vient beaucoup de petits groupes, en fait. C'est-à-dire, on se déplace donc en petits groupes, puisque ce que l'on vise est un rapprochement de la communauté locale, un échange avec la communauté locale, etc. Éventuellement, là-dedans, il y a aussi, dans ce tourisme de développement, peut-être lors d'un séjour, peut-être la participation à certaines actions locales, mais j'irai pas plus loin. Par contre, parallèlement à ça, il y a un autre tourisme que j'appellerais pas de masse, mais un autre tourisme marchand, qui est le fait aussi de dire que si vous payez suffisamment d'argent, on est capable de vous emmener très loin dans un endroit très reculé, et que dans le fond, maintenant, c'est le seul moyen de voir l'originalité ou la réalité, ou comment c'était avant qu'il y ait une quelconque pollution des individus, si j'ose dire. Alors, ça nous fait je vais appeler ça une clientèle quand même, et on les appelle presque des privilégiés, et je trouve que c'est pas très bon comme terme, qui, eux, auraient le droit, en payant, d'aller dans ces endroits reculés-là. Je voudrais savoir comment on peut arriver à exprimer la différence. Est-ce qu'il y a une différence dans ces deux formes de tourisme qui vont rapprocher des petits groupes, les uns dans le fond par choix de la proximité et peut-être dans des conditions d'hébergement et tout ça un peu plus rustiques pour vivre cette proximité, et d'autres qui finalement vont avoir cette expérience